toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, en ce mois d'octobre, je commence par la classique moment, on va dire minute frime, puisque je suis passé 18e mondial sur Witchal. Donc je rappelle Witchal, le site qui agrège les scores de tout un tas de sites de challenge de hacking, Hack the Box, Roll2Me, etc., etc. Et du coup, je suis passé devant le premier hacker anglais ou la première hackeuse anglaise, en tout cas qui s'affiche avec un drapeau anglais, puisque on a d'autres personnes plus devant moi dans le classement qui s'affichent sans pays. Voilà pour. En plus c'est serré en ce moment, donc ça avance pas mal. Hein. Je crois que la dernière vidéo où j'ai progressé d'une place, c'était il y a pas longtemps. Une fois que je serai, si j'arrive à sortir de ce lot là, une fois que j'aurai passé les 400 000, après ce sera beaucoup moins rapide pour progresser. Sur ce challenge, sur ces classements des challenges de hacking. Ok, bon, ceci étant dit, donc ce mois-ci, on va faire je vais faire 2 résolutions de write-up du Cyber Heroine CTF. Parce que en fait une fois par an, je sais plus si je l'ai dit sur Acksize, je donne des cours dans une école d'ingénieurs, des cours d'investigation numérique de forensique quoi. Du coup je me suis dit allez on va faire, comme c'était ce mois-ci, on va faire un peu de forensique et donc je suis tombé sur ce CTF que j'ai pas fait pendant le CTF, hein. Donc ça va être du post-CTF mais il est encore accessible, on peut encore s'authentifier, s'inscrire et se loguer sur ce CTF, donc autant en profiter. Donc je me connecte. Tac. Et donc du coup j'ai laissé 2 challenges forensiques qu'on va résoudre maintenant. Et du coup, le premier, c'est Margaret Hamilton. Et en fait, du coup, c'est aussi la raison qui explique qu'on fait ce CTF dans cette vidéo. C'est parce que... alors, je vais d'abord télécharger. Donc, Margaret Hamilton, je vais d'abord télécharger l'image, ce sera plus parlant. Et après, je raconte ma life. Donc, on a une image, je l'enregistre. Et si je l'ouvre, donc je vais sur une Kali, l'image que je viens de télécharger elle est là, et si je l'ouvre avec par exemple Ristretto, on a cette image. Et cette image du coup c'est pour ça que je choisis ce challenge, parce que en fait c'est la première présentation que j'ai fait devant des étudiants, étudiantes, je sais plus trop à quelle école c'était d'ailleurs, du côté de Paris. J'avais pris cette image pour illustrer je sais plus quel slide. En tout cas donc cette image elle est relativement connue, hein, donc c'est Margaret Hamilton et le programme qu'elle a écrit pour une mission de la NASA. Et donc ce qui est marrant c'est que du coup tout le papier là c'est du code. Évidemment aujourd'hui on imprime plus le code sur papier, mais du coup c'est une photo historiquement intéressante. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit on va faire ce challenge, mais comme il est très simple, on va en faire un second derrière qui rapporte un peu plus de points, puisque si je reviens ici on voit que celui-ci il rapporte 100 points, et le prochain qu'on va faire il rapporte 300 points sur ce CTF. Donc allons-y, et donc aussi autre petite anecdote, donc quand j'ai donné mes cours cette année, j'ai un étudiant qui est venu me voir en me disant ouais monsieur, un challenge que j'arrive pas à résoudre sur Roll2Me, j'utilise Beanwalk. Et du coup je suis là, c'est marrant, Beanwalk on en a jamais parlé sur Acksize, et c'est effectivement pas mal utilisé pour résoudre les challenges de CTF, alors qu'en fait à la base Beanwalk c'est pas vraiment pour du forensique, c'est un outil qui a été fait pour chercher dans des images binaires des exécutables et des fichiers embarqués.
Donc effectivement ça ressemble pas mal à du forensique, mais c'est plus orienté, enfin en tout cas à la base il était plus créé pour du firmware, et finalement il se retrouve à servir sur plein de choses. Et donc si je fais un binwalk sur cette image, on voit effectivement qu'il arrive à détecter que dans cette image il y a une archive zip. Et d'ailleurs, pourquoi penser à binwalk aussi parce que, outre que c'est un classique dans les challenges CTF, l'image là, elle est un peu grosse pour juste contenir une image, mais après effectivement ça dépend de la résolution et de plein de paramètres. Après, si on affiche les métadonnées, on voit que y a un commentaire qui renvoie sur une vidéo que je suis pas allé voir, j'avoue, donc je sais pas si elle est très utile à la résolution de ce challenge. En tout cas, donc, on a envie d'extraire l'archive zip. On peut le faire avec plein d'autres outils, mais tant qu'à faire, on va utiliser binwalk. Et simplement ajouter l'option "-e" pour extract. Et donc il a créé un répertoire, ici avec un underscore, où il a extrait le zip et décompressé le zip, si je dis pas de bêtises. Alors il y a deux choses différentes, non je pense que c'est ça, il a décompressé automatiquement le zip. Et donc si on ouvre l'image qu'il a décompressée, qui s'appelle flag, on voit qu'elle contient le flag qui indique que que le code écrit à l'époque par Margaret Hamilton était écrit à la main. Donc je vais noter sur un document de texte le flag, ou non, remarque, on va faire autrement, on va prendre ça, bim, je le mets en haut à droite, et on écrit CHCTF, bim, I, white, code by hand. Bim, petit flag de 100 points validé. Et donc le dernier qui me manquait sur les forensiques de ce CTF, c'était un challenge qui s'appelle Marianne Crook. Donc en fait ils ont créé tous les challenges de ce CTF sont des femmes qui ont une importance dans l'histoire de l'informatique, des mathématiques et du hacking. Et du coup, nous on a Marianne Crook pour le dernier challenge en forensique. Et comme vous pouvez le lire, elle est donc vice-présidente à Google aujourd'hui. Et on se retrouve avec un zip qui s'appelle voip.zip. Donc on va le télécharger. Les challenges sont encore disponibles malgré que le CTF soit fini, donc ça c'est cool. C'est quand il veut. Et donc ça s'appelle VOIP, pourquoi tout simplement parce que si on regarde un peu l'histoire, la biographie de Marianne Crook, on voit qu'elle a bossé sur la VOIP. Elle a même déposé un brevet là-dessus. Alors, VOIP, hein, je rappelle, c'est écrit d'ailleurs un Voice over Internet Protocol, donc Internet Protocol. Donc c'est quand on a commencé à basculer les coups de fil sur Internet, hein, donc sur du trafic IP. Et du coup, pour la petite anecdote aussi, quand je bossais il y a quelques années, on va dire, dans une entreprise où je m'occupais donc de la sécurité, quoi, pare-feu, etc. Donc sur la configuration des pare-feux, je faisais de ce qu'on appellerait aujourd'hui du nettoyage de règles pare-feu. Et donc j'essayais de les rendre moins laxistes, c'est ça. Donc il y avait des gros ranges ouverts. J'ai essayé de réduire ces ranges de ports ouverts à ceux qui étaient strictement nécessaires. Et en fait,
quand vous faites cet exercice, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais vous vous rendez compte que la voix sur IP nécessite beaucoup de ports UDP-TCP. Et si on commence à réduire le nombre de ports ouverts pour la voix sur IP, et ben, en tout cas, ce qui m'est arrivé, moi, c'est que tous les téléphones de l'entreprise ne fonctionnaient plus. Donc il a fallu vite revenir en arrière et remettre en place les ouvertures de ports qui étaient présentes. Voilà pour cette petite anecdote, mais on va reparler VoIP plus loin dans ce write-up. Et dans un premier temps, on va quitter Kali déjà, puisque on va faire ce write-up sur Windows. Alors pourquoi on va le faire sur Windows? Parce que, comme je dis à mes étudiantes et étudiants chaque année, on va dire que le forensique a suivi une trajectoire différente du hacking, c'est-à-dire que le forensique à la base ça vient du monde des forces de l'ordre, Interpol, etc. Et du coup c'est moins des techniques, donc les outils de forensique sont quand même beaucoup sur Windows et malheureusement pas tous portés de manière efficace sur Linux. Alors que donc dans le monde offensif on est plutôt l'inverse, c'est plutôt le monde offensif, on est dans le monde du hacking, donc beaucoup de gens qui bidouillent, et donc qui dit bidouille dit Linux. Donc et on va utiliser Autopsy, Autopsy qui fait partie de ces outils très utilisés dans le monde du forensique. Et en fait, Autopsy existe sur Linux, mais avec des limitations non négligeables. C'est pour ça que j'ai tendance à utiliser Autopsy sur une machine Windows, d'où le fait de quitter la Kali et de venir sur une VM Windows. Alors, Autopsy, c'est quoi? Donc, c'est le premier logiciel open source, on va dire même plateforme de forensique open source, fait par Basis Technology. Et on se retrouve avec des fonctionnalités qu'il y a dans des logiciels payants forensiques. Et une fois pour illustrer ça, moi quand je fais des investigations forensiques, j'utilise Autopsy. Donc c'est pas du tout un parent pauvre de la forensique, même s'il est loin d'être parfait. Et je pense qu'il n'existe pas de logiciel parfait en forensique. Et du coup, pour finir sur les anecdotes, la dernière mission forensique que j'ai fait, ou en tout cas la plus importante, c'était donc un client qui s'est fait hacker 10 millions. Et pour comprendre ce qui s'est passé et comment le client a pu se faire hacker 10 millions, j'ai utilisé Autopsy. Donc même dans les grosses affaires, ça fait le job. Donc lançons ce Autopsy. Donc peut-être avant de le lancer, il faudrait que je aille dans le dossier VoIP. Ah c'est bon, j'ai déjà désarchivé, je ne savais plus. Enfin décompressé. Donc quand on décompresse l'archive qu'on télécharge sur le site du CTF, on se retrouve avec une image.img. Donc on imagine que c'est une image disque, voire même il n'y a pas besoin d'imaginer, le disque peut-être. Ouais, disque image. Ok, donc je fais New Case sur Autopsy, je choisis le répertoire où j'ai une image, ça me va, on va appeler ça Marianne CTF pardon, en français, next. Bon, tout ça c'est quand vous faites plein de cases professionnels. Là c'est un PC non professionnel, donc je ne vais pas m'amuser à remplir tous ces champs. Et donc il lance un paquet de modules et de services. C'est une usine à gaz quand même, Autopsy. Là je lance sur une VM, mais c'est recommandé de lancer plutôt ça sur des machines physiques avec pas mal de ressources, puisque c'est très consommateur de ressources, que ce soit en espace disque, en mémoire, en CPU. Et pourquoi c'est très consommateur de ressources? Parce qu'en fait on va lui dire d'aller ouvrir une image disque. Donc ici elle s'appelle disque.img.
et quand il va ouvrir cette image disque, il va la parcourir en faisant passer dessus tous ces parseurs, on va dire, qui sont là pour analyser tous les fichiers qu'on pourrait trouver. Donc si par exemple il y a une application Android, il va l'analyser, s'il y a des images, des vidéos, il va les analyser, il va regarder tous les hashes, les fichiers existants vis-à-vis de ressources publiques pour identifier des logiciels malveillants par exemple, etc., etc. Donc en gros il parse le disque dur et à chaque fois qu'il trouve des fichiers avec des formats intéressants, il parse ces fichiers, ce qui explique que ça prend beaucoup de temps. Et là encore on a de la chance, les conceptrices ou concepteurs de ce CTF ont fait une image très petite, elle fait seulement 51 MB. Moi je sais que je donne une image à analyser à mes étudiants et étudiantes une fois par an là, et elle est bien plus grosse, et à chaque fois je leur conseille de télécharger l'image et de l'envoyer sur Autopsy la veille du TP, puisque sinon pendant le TP ils vont pas faire grand chose à part regarder Autopsy qui parse cette image disque dur plus réaliste que celle-ci. Alors, une fois que on a donc ouvert l'image disque dur avec Autopsy, donc on peut voir les différents fichiers trouvés par type d'extension, par type MIME. On peut regarder carrément dans le disque dur les différents fichiers trouvés. Là d'ailleurs on voit rapidement que il n'y en a pas beaucoup, et que c'est pas un disque dur qui contient une image Windows, sinon il y aurait beaucoup de choses. Il donne des scores, donc ça c'est tout ce qui est fichier malveillant suspect. Il donne des comptes OS s'il en trouve, là il y a rien, des data artefacts, il pourrait y avoir des choses en plus, s'il trouver d'autres choses en plus. Donc là assez rapidement on voit que la seule chose intéressante à regarder c'est les fichiers effacés, en tout cas dans les différentes choses qu'il trouve. Donc regardons les fichiers effacés. Et assez logiquement, celui-là qui nous intéresse le plus ici, c'est un .pcap, donc .pcap qui est donc une capture réseau qui a été effacée. Alors pourquoi on la voit en cours? Puisque les fichiers effacés ne sont pas vraiment effacés du disque dur, on supprime juste le lien vers le fichier au niveau du système de fichiers. Et si entre temps il n'y a aucun autre fichier qui a été écrit par-dessus, ils sont encore présents. Et donc du coup effectivement ça reste intéressant de regarder ces fichiers effacés quand on fait une investigation numérique. Donc je fais clic droit sur le fichier, je le fais extraire pour l'extraire. Il va l'extraire dans l'endroit du case. Donc ici on l'avait créé un case Marianne CTF, donc dedans il y a un dossier export. Par défaut il l'extrait là, vous pouvez évidemment le mettre ailleurs si vous voulez. Donc je vais dans le dossier, export, et donc on a un fichier pcap qu'on ouvre évidemment avec Wireshark. Donc il dit que la capture a été coupée en plein milieu d'un paquet. Ok. Et si on regarde la hiérarchie des protocoles, ce que je recommande de faire à chaque fois qu'on regarde une capture pcap, ça permet de voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme type de flux dans cette capture. Et là, assez vite, on voit que il y a du SIP, Session Initiation Protocol, donc de la voix sur IP. Ça tombe bien, le fichier s'appelait voix sur IP, on est sur un challenge qui parle de voix sur IP, puisque Marianne Crook est une personne qui a fortement influencé l'histoire de la voix sur IP, donc ça semble être la bonne piste. Alors, donc la voix sur IP, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément chiffré, puisque le chiffrement de flux audio en temps réel, ça affecterait le temps réel. Donc c'est une problématique pas simple pour chiffrer les flux. Donc potentiellement, là, on a des discussions en clair entre plusieurs personnes, une discussion audio. Et ce qui est bien sur Wireshark, c'est qu'on a un menu téléphonie. Donc si on refait un peu d'historique sur la téléphonie, ça remonte à loin, puisque la téléphonie existe depuis 1830, où c'est un certain François Sudre qui a créé un système de transmission de son à distance basé sur les notes de musique pour l'échange de messages.
Donc on n'est vraiment pas sur de la technologie très récente. Ce qui est récent, c'est donc du coup enfin récent relativement, hein, c'est le passage sur du numérique de ces flux qui transitaient avant sur des fibres, enfin sur des fils en cuivre, on va dire. Ok, donc une fois qu'on est sur ce menu téléphonie, donc on a pas mal de choses hein, dans ce menu. Donc le premier semble intéressant, appel VoIP, et on voit en effet qu'il y a des appels passés donc en VoIP dans cette capture. Donc si on prend le premier, apparemment on peut même l'écouter. Donc on va faire play. Je sais pas si vous allez bien entendre, mais globalement il y a effectivement une voix assez robotique qui est enregistrée. Elle parle de CTF, mais c'est pas plus intéressant que ça. Si on prend le second, ça a l'air d'être très proche du premier, en tout cas c'est la même durée. Donc je me demande si c'est pas des flux retour et que c'est la même chose. Faisons lire. Ouais non, c'est pas exactement la même chose parce qu'on n'a pas le bip du début. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai l'impression que la voix robotique dit Cyber Heroine CTF. Ok. Lisons le prochain. Donc là ça parle de Hidden Flag, donc ça semble être la bonne piste. On continue. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose que le flux précédent. J'ai l'impression quand même qu'il y a qu'à chaque fois il y a une sous-flux on va dire par rapport au premier flux. Et le dernier. Donc comme vous pouvez l'entendre, c'est le flag en fait qui semble être épelé. Donc je vais repasser au début, parce qu'il va quand même un peu vite, on va essayer de choper les lettres du premier coup. Donc en langage lit, Developed Voice over IP. Et donc il faut toujours, enfin souvent dans les CTF, il faut rajouter avant le flag le préfixe, qui est ici Cyber Heroine CTF BIM. Quoique ça se trouve, ça marche direct, voyons voir. Ah non, faut en mettre l'entour, je sais pas comment on dit, le préfixe du flag. Et voilà, donc ce challenge, pas trop dur hein, quand même, de forensique, mais ça m'a permis de parler de autopsie, logiciel très utilisé dans le monde du forensique, et pour lequel je n'avais pas encore parlé sur cette chaîne Acksize. Donc si j'ai pu faire ça rapidement, surtout au niveau de la première écoute du son, c'est parce que j'ai cheaté. Hein. J'ai utilisé le write-up d'une étudiante canadienne, dont je vais donner le lien de son write-up. Là on a écrit plusieurs write-up sur ce CTF et sur d'autres CTF d'ailleurs. Donc elle s'appelle Jahidine Okabe, j'espère que je prononce bien son nom. Et du coup, c'est la hackeuse du mois qui illustre en partie, j'allais dire, cette vidéo, puisque j'ai mis surtout la photo de Margaret Hamilton.
mais j'ai mis une petite photo à côté de cette étudiante qui a fourni le write-up, format texte, et là on voit le flag. Voilà pour la vidéo de ce mois-ci. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'ai eu des commentaires sympathiques ce mois-ci, donc ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.